Bienvenue, bonjour, je suis Christelle Blouette. Je coordonne une association avec Anne, ma camarade de jeu, Anne Aubry qui est là, qui s'appelle Réseau Culture 21. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, très rapidement, on travaille sur l'accompagnement des collectivités, des réseaux d'acteurs autour des droits culturels depuis une dizaine d'années. Et notamment en collaboration avec le groupe de Fribourg. Et à l'origine, cette association a été fondée pour animer le réseau des collectivités souhaitant travailler sur l'agenda 21 de la culture. Je salue du coup Jordi Pasquale et Antoine Guibert qui sont là et qui travaillent sur l'agenda 21 de la culture. Je suis très très contente de les voir ici présents. La volonté de proposer cet atelier ce matin comportait peut-être un dézoom sur les... D'habitude, on parle de droits culturels au niveau des politiques culturelles. On souhaite aujourd'hui mettre en lumière à quel point ces droits culturels sont transversaux dans l'ensemble des politiques publiques et de ce fait à quel point ils sont leviers des politiques de transition qu'on nomme et qu'on appelle de nos voeux, des fois de manière un peu incantatoire, parce que sans doute qu'on n'a pas de logiciel pour les penser, d'outils et de boussoles pour naviguer à l'intérieur de ces transformations de l'action publique. Nous, on pense que les droits culturels sont vraiment ces fondements-là. Et donc, on a invité les collectivités, certaines qu'on connaît bien, d'autres avec qui on fait connaissance de manière plus récente, puisque donc on accompagne ces collectivités pour partie depuis une dizaine d'années dans une démarche d'analyse de politique publique au regard des droits culturels. Donc on les a invités à venir un peu raconter comment elles tentent ces incursions dans les autres politiques publiques ou comment la politique culturelle qu'elles mènent est vraiment chambre d'écho ou endroit d'un travail commun avec d'autres disciplines. Pour nous, c'est la base de ce travail, d'un développement qui envisage une autre manière peut-être de développer ces politiques publiques moins cloisonnées, moins compartimentées. J'anime cette table ronde avec Sonia Leplat, qui est directrice de la MP2A. Et puis peut-être on va présenter nos intervenantes et intervenants tout seuls. Dans l'ordre comme ça, donc Véronique Guillot-Leroux qui vient de Nantes, qui est responsable du développement culturel. Je ne connais même pas le titre exact. Pardon, responsable de la mission publique et citoyenneté culturelle. Christine Tollet à Nantes. Christine Tollet qui a le même genre de fonction. Donc directrice de la coopération et du développement culturel à Lyon. Madame Christine Gaillard, qui elle est directrice de la culture à la métropole de Rouen. Il n'y a pas de spécificité particulière. Camille, comment prononce-t-on ton nom de famille? Parce que Guirclair, qui est DAC de Strasbourg. Jean-Pierre Cazaza, qui est élu adjoint à la culture à la ville de Chambéry. Et Laurence Cloyer-Cambourg, qui est DAC aussi du département de la Manche. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. C'est un peu dense, autant d'intervenants dans un temps aussi court, mais la volonté était d'éclairer par plein de points de vue voilà, cette approche de la politique un peu transformée par les droits culturels. Oui, tout à fait. Et merci Christelle pour cette invitation et cette composition de beaux plateaux. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est des présentations en effet comme ça de plein de points de vue différents et un temps d'échange avec vous pour que justement des questions puissent s'adresser aux uns, aux unes et aux autres. Merci beaucoup. Donc on va tenir la montre parce que sinon ça rentrera pas. Donc mes excuses de couper des propos qui pourraient être intéressants que vous pourrez éventuellement poursuivre à la pause café. On va commencer par Laurence. Avec Laurence, juste un mot, on s'est rencontrés en 2014. Oui. Ah oui, 2012, ouais. Mais on a travaillé ensemble pendant des longues années, pendant 7 ans je crois, au département de la Manche. Et on voudrait, Laurence, que tu puisses nous dire comment justement dans ce temps long, un travail sur les droits culturels peut, ou en tout cas tente de s'inscrire à ces endroits un peu plus débordants de la politique culturelle. Très bien, donc moi je viens de la Manche, pour vous situer, c'est en Normandie, donc un département à la fois rural et littoral, puisqu'on a 640 km de côte, donc la question des transitions est aussi extrêmement prégnante sur le département. Effectivement,
en fait, on se saisit de tout le travail qui avait été initié avec plusieurs départements autour des droits culturels, parce que au sein de la politique enfin au sein de la culture et de la direction de la culture, donc c'est par la direction de la culture que ça commence dans la collectivité. On a envie de changer de paradigme, on a envie de penser autrement les choses, non plus de manière descendante, mais véritablement de manière beaucoup plus horizontale avec l'ensemble des acteurs. Moi-même, je viens des parcs naturels régionaux, donc j'ai aussi une culture professionnelle qui sûrement a influé aussi cette attirance et cette découverte qui paraissait effectivement totalement éclairante et à un moment où on en avait bien besoin. Donc effectivement, il va y avoir tout un travail qui va être conduit donc avec le réseau Culture 21, avec Patrice Meyer-Bisch et d'autres chercheurs autour de lui, mais toute l'équipe a été vraiment très à nos côtés pendant effectivement presque 6 ans. Donc moi, ce que je vais témoigner de l'importance pour nous en tout cas d'un temps long d'inscription des droits et d'un travail autour des droits culturels pour asseoir véritablement et habiter cela, cette méthode de travail ou ce travail simplement, cette relation-là avec les habitants qui est nécessaire. Parce qu'il y a un temps d'infusion, il y avait un temps aussi d'appropriation de toutes ces réflexions importantes, fondamentales, qui nous bougent individuellement et qui bougent le collectif. Donc voilà. Et alors, à l'époque, la direction de la culture, parce que c'est important aussi de vous dire où on se plaçait, on était au sein d'une direction générale adjointe qui regroupait le social, la culture, le sport, les loisirs, et donc avec aussi, dans les années 2014, une crise aussi des métiers du social. Et en fait, grâce à cette DGA un peu élargie, social, culture, éducation, et en même temps cette crise du sens des métiers, l'accompagnement et le travail qui a commencé autour des droits culturels a aussi très vite été entendu du point de vue des collègues du social. Et effectivement, on a commencé à se réunir aussi et à travailler autour de thématiques, notamment sur l'innovation sociale, comment faire évoluer les pratiques. Donc, ça avait d'abord commencé par le social, avec aussi la culture bien sûr présente, mais déjà, c'était quand même assez large. Et puis, eh bien, vous savez, changement de mandature. En général, il y a changement d'organigramme, d'organisation. Et la direction de la culture ne se retrouve plus en 2015 dans cette DGA sociale, etc. Donc on perd un peu la transversalité qu'on avait démarrée, doucement, mais qui avait commencé à infuser, pour se retrouver directement rattaché à la direction générale. Mais néanmoins, le politique, en 2015, s'empare de la démarche, et là on a une vice-présidente, Catherine Bruno-Rine, qui comprend l'intérêt du travail qui a été amorcé et qui vraiment décide de le poursuivre, et elle a le quitus effectivement politique pour poursuivre. Donc on a continué à l'échelle de la direction de la culture avec malheureusement plus cette organisation, cette transversalité, mais on a nous essayé au fur et à mesure bien sûr de la conserver, de la cultiver au sein de la collectivité, mais juste pour dire que là, c'était plus il n'y avait plus au niveau administration, on va dire de l'administration et de l'organisation, il n'y avait plus cette volonté particulière. Donc voilà, il faut de temps en temps dépasser ces questions-là pour quand même poursuivre le travail. Et puis, effectivement, avec la loi LOTRe, avec la loi CAP, effectivement, les droits culturels rentrent dans la loi. Ça devient quelque chose en tout cas d'écrit, et ça nous légitime en quelque sorte dans notre démarche. Et on va co-construire, et on décide, voilà, avec la direction de la culture, les acteurs culturels élargis aux habitants. Il y a dans le département déjà une habitude de collaboration assez régulière avec l'ensemble des acteurs, une proximité aussi importante et entretenue. Et donc ce climat de confiance, il a encore plus été amplifié grâce à ce travail des droits culturels, et notamment la coécriture qu'on va engager sur une année ensemble
d'un projet culturel des droits dans la Manche. Bon, c'est une publication, elle est libre d'accès bien sûr sur Internet. J'en ai quelques exemplaires, mais voilà. Et n'hésitez pas à aller le lire et aller le parcourir, parce qu'aujourd'hui c'est pour nous un socle important, ça guide toutes nos démarches, et surtout ça a été co-construit à partir de cas très précis de l'ensemble dans notre département, que ce soit des compagnies, que ce soit des acteurs du social, des associations d'enseignement artistique, enfin très très largement des élus, très largement sont venus pendant toute une année à des ateliers pour construire ce projet, en dégager des grandes orientations et puis un plan d'action pour rendre concret aussi l'effectivité des droits. Voilà, et aujourd'hui, je vais vite parce que déjà, aujourd'hui, eh bien, ce travail d'évaluation, enfin pour nous, la recherche-action était dès le départ pensée comme on pense les droits culturels pour repenser les politiques publiques. Eh bien, on va donc continuer à interroger, à travailler l'ensemble des politiques, notamment le schéma de lecture publique, le schéma des enseignements artistiques, les projets culturels et scientifiques dans les sites et musées du département, le dispositif de saison décentralisée qu'on interroge aussi, donc, et qu'on traverse avec ce souci d'élargir et de travailler toutes les étapes de ces écritures de politique publique avec cette intelligence de chacun, ces savoirs importants qui permettent. Et donc, nos collègues des autres directions sont dans les copiles, sont associés également dans des groupes de travail interdirection pour vraiment s'emparer eux aussi de ces questions qui doivent aussi forcément les interpeller sur leur propre champ professionnel. Et donc, on essaie de garder... Donc voilà, je voulais juste dire, temps important, il faut le temps de décanter, le temps de travail, le temps de la confiance, le temps... Voilà. Et puis la question de la coopération et la question de l'horizontalité aussi, tout ce qu'on a pu construire dans ce projet... on se met nous-mêmes aussi, nos propres dispositifs, on les met aussi en question au même niveau que d'autres acteurs avaient envie de questionner leur projet. Voilà, et ça c'est important, cette posture-là est importante. Vous êtes beaucoup formés à des méthodes de participation qui permettent de vous associer vraiment les personnes sans seulement le dire, mais le faire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, les collègues, par exemple, de la bibliothèque départementale, c'est 20-25 collègues. Avant de travailler sur l'évaluation du schéma, il y a eu effectivement un temps de formation aux outils d'intelligence collective. On a rebalayé la question des droits culturels pour que cette évaluation se fasse en interne. Aujourd'hui, le schéma des enseignements artistiques est accompagné du LUCA. On en parlera sur une autre table ronde tout à l'heure. Autre outil participatif, processus de travail. Voilà, on continue dans ce sens-là. Merci Laurence. C'est très dur de tenir le temps qui est imparti pour chaque prise de parole, donc pardon si on vous presse un peu. On va traverser la France, histoire de se faire une mini-pause mentale. On va passer de la Normandie à Chambéry. Donc Jean-Pierre Cazaza, vous êtes adjoint à la culture à Chambéry. Alors on a vu avec Laurence la question de la transversalité et de la prise en compte de l'autre, de l'habitant, de l'acteur culturel, de l'acteur social, etc., au sein des dispositifs départementaux, qui étaient aussi dans la lignée du travail de Réseau Culture 21 avec Paideia, 4D et ces départements qui ont initié, œuvré, expérimenté ces méthodes de travail. Et donc, dans une ville, à Chambéry, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée quand on a préparé cet entretien, c'est le positionnement de la ville par rapport au tissu associatif. Et on sait très bien que les droits culturels viennent gratter à l'endroit de éducation populaire versus culture savante, les sachants d'un côté, les publics de l'autre, etc. Alors, quel est le positionnement, votre positionnement, celui de la ville à Chambéry par rapport à ce travail avec les associations, ces modalités de rencontre? Et puis peut-être j'ajouterai une mini-question qui sera peut-être intéressante de poser à tout le monde. Quelle est votre temporalité par rapport à cette question des droits culturels? Comment vous vous positionnez? Alors effectivement, c'est par là que j'allais commencer, c'est-à-dire qu'on traverse la France, mais on traverse aussi des logiques et des mises en œuvre qui sont dans des temporalités très différentes.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise simplement que je suis élu à la culture, mais aussi à l'éducation populaire, ce qui était une façon de marquer quelque chose. Personnellement, je viens de ce milieu-là, donc ça a forcément contribué à ce qui s'est joué ensuite. Alors, un petit point de situation. Donc, Chambéry se situe en Savoie. C'est une ville de 60 000 habitants avec une agglo de 200 000 habitants. La compétence culture est entièrement côté ville. C'est une ville qui, au fil du temps, s'est dotée d'un certain nombre d'équipements importants, d'envergure, qui ont un rayonnement au-delà de la ville sur l'agglo, voire sur le département. Voilà, c'est l'histoire qu'on connaît dans beaucoup de villes. Juste pour parenthèse, c'est à Chambéry que s'est construit la dernière maison de la culture versus Malraux, André Malraux. Voilà. Et pour autant, à Chambéry, il n'y a jamais eu de direction des affaires culturelles. C'est-à-dire que c'est ce paradoxe-là de posséder un certain nombre d'équipements importants, d'envergure, d'avoir voulu porter cette politique-là, mais sans avoir un pilotage de l'ensemble de l'action. C'est un paradoxe qui est lié à l'histoire de cette ville-là et c'est pas forcément très utile de rentrer dans le détail. Pas de direction des affaires culturelles, pas de projet culturel en soi clairement défini, clairement partagé. En fait, on était très en phase avec la logique de l'offre, c'est-à-dire on construit des équipements et ensuite derrière l'offre va se faire avec toutes les logiques qu'on connaît bien sur ensuite les publics éloignés, les publics empêchés, etc., etc. On nous en a bien parlé tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je me permets de souligner ça. Une fois qu'on a été en responsabilité, il nous a paru évidemment essentiel de travailler à la fois sur un projet culturel de territoire et sur la mise en place d'une direction des affaires culturelles pour piloter ce projet-là. Le projet la démarche même d'un projet culturel de territoire a fait long feu pour des raisons à la fois politiques, d'arbitrage politique. Là pareil, je vais pas détailler, je pourrais expliquer plus longuement, mais en aparté par la suite. Et la direction des affaires culturelles a mis 3 ans à se constituer. Ça veut dire que ça ne fait qu'1 an que nous avons une directrice des affaires culturelles avec une direction structurée. Donc il nous est apparu fort de ça qu'il fallait qu'on adopte une stratégie de contournement et qu'on trouve d'autres logiques. Donc on a été dans une démarche un peu semi-contrainte, mais on a essayé de trouver un chemin où on est allé vraiment chemin faisant. Et heureusement qu'en tant qu'élu, j'ai eu une alliée au sein des services extrêmement importante et je l'ai en face de moi, donc c'est pour ça que je le dis. Quelqu'un qui a porté cette question-là au niveau des services, mais aussi au niveau de la réflexion et de la construction du processus. Il nous est apparu très rapidement qu'il fallait qu'on crée des espaces de coopération autour d'objets communs. C'est ce qu'on a fait en premier lieu sur l'éducation artistique et culturelle, de mettre en place un projet d'éducation artistique et culturelle qui soit porté par l'ensemble des acteurs culturels, mais aussi des autres acteurs concernés, et évidemment ceux de l'éducation, de l'enfance, de la petite enfance. Voilà. Donc il y a eu un travail de fait qui a associé tous les services culturels de la ville, tous les équipements culturels de la ville, l'ensemble des écoles élémentaires et maternelles, progressivement les haltes-garderies, tous les lieux d'accueil petite enfance, avec les associations culturelles, enfin un certain nombre d'associations culturelles de la ville qui n'étaient pas jusque-là impliquées, des collectifs d'artistes, évidemment l'éducation nationale, le service de l'éducation de l'enfant, de la petite enfance. Enfin voilà, ça a été vraiment un travail de mettre tout le monde autour de cet objet-là et de le porter conjointement. Deuxième espace, c'était celui de ce qu'on peut appeler de la programmation culturelle. Il y a beaucoup d'équipements qui portent de la programmation, beaucoup d'associations qui portent de la programmation, de l'événementiel, un certain nombre d'actions.
mais un peu chacun dans son coin, avec cette logique de silo et de mise en concurrence. C'est-à-dire qu'on essaye de défendre, alors je m'excuse pour l'expression, mais on essaye de défendre son bout de gras et son précaré. Donc on a essayé de travailler sur cette question-là, des coopérations, des collaborations, de la concertation, etc. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail. Troisième espace qui a été ce qu'on a appelé un exploratoire culturel, où là il s'agissait de mettre en lien tous ces partenaires-là avec des habitants, des habitantes, autour d'objets qui n'étaient pas définis à l'avance et qui allaient se définir ensemble. D'un temps de concertation, d'échange et de ce qu'on peut appeler de co-construction, se sont dégagés trois projets. Un projet autour d'une salle de spectacle de 600 places dans un quartier politique de la ville, sur un lieu d'exposition au centre-ville, et un troisième objet qui était l'espace public. Comment travailler sur l'espace public. Donc se sont constitués des groupes de travail mixtes, mêlant des acteurs culturels ou des acteurs d'autres champs, et puis des habitants, des habitantes. Voilà. On est déjà au bout et tu ne nous as pas répondu à notre question. Oui, mais j'y arrive. J'y arrive. Le temps est déjà... voilà. Dernier espace, c'est un espace de discussion qu'on a appelé G10, puis ensuite G20, G30, parce qu'il s'est élargi à un ensemble de partenaires très différents. Une fois arrivé là, il nous est apparu qu'il fallait qu'on ait des outils qu'on s'outille, qu'on ait vraiment un cadre de réflexion et de construction. Et c'est là où on rejoint la question des droits culturels, et en particulier avec la personne que j'ai en face de moi qui a porté cette question-là, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on s'outille, mais vraiment qu'on fasse un travail de fond, d'acculturation, de formation, qu'un groupe de travail se constitue pour aller ensuite embarquer l'ensemble de la collectivité. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se construire. Et j'ai bien compris qu'il fallait que je termine. On va continuer, je suis désolée, mais et vous pourrez l'interroger après, mais ce qui nous paraissait particulièrement pertinent à témoigner aussi, c'était la posture de la collectivité dont tu témoignais dans les temps préparatoires, cher Jean-Pierre. La posture de la collectivité qui était moins une posture d'attente vis-à-vis des acteurs ou de logique de guichet, qui est regrettée par beaucoup, je crois, que d'une posture vraiment coopérative de la collectivité qui accompagne le tissu associatif, voilà, d'une manière qui peut-être révélait une culture de l'éducation populaire, ou en tout cas que tu souhaitais davantage infuser dans le fonctionnement administratif de la collectivité, qui peut-être cloisonne et recloisonne, même si on a des ambitions de transversalité. Je vais donner la parole à Christine Tollet, pour la ville de Lyon. Christine, il y a une longue histoire de la charte de coopération culturelle à la ville de Lyon, et qui continue d'être un des endroits privilégiés pour travailler cette transversalité. Est-ce que tu veux nous raconter un peu les choses ? Je vais vous présenter. Juste, je me suis interrogée en prenant le sujet sur la question de la transition. Et je me suis interrogée sur la transition démocratique en se rendant compte dans nos politiques publiques que les habitants ont de plus en plus envie d'être pris en compte, d'être entendus et de participer. Et le mot participer, évidemment entendu comme Joël Zask, c'est-à-dire prendre sa part, donner sa part et être vraiment présente. J'ai oublié le troisième terme. Recevoir sa part. Et puis, évidemment, depuis 2020, la ville de Lyon a un exécutif écologique. Donc la transition écologique est évidemment un des sujets majeurs. Et on a essayé de sensibiliser notre élu à la transition écologique, à la question du social, puisque vous savez, comme dans les 17 ODD, les 3/4 touchent à l'humain, et on ne le dit pas suffisamment. Donc je suis partie de ces constats. La ville de Lyon a pris deux options en fait, sur la question... alors ces droits culturels sans prononcer le mot. On en discutait en marche tout à l'heure en disant que le mot culture nous bloque, avec Christine de Rouen. Le mot culturel bloque en fait le sujet sur les droits humains. Donc nous, on revient à chaque fois en disant que c'est des droits humains appliqués dans nos politiques publiques. Évidemment, dans notre secteur qui est la culture. Donc les deux options, c'est d'abord de créer des missions territoriales dans les quartiers en politique de la ville, au plus près des habitants. Lyon est une ville de 525 000 habitants,
Donc on ne peut pas gérer globalement 525 000 habitants en une fois. Et c'est une ville qui compte 13 QPV, 13 quartiers en politique de la ville. Et donc 3 missions territoriales sont réellement ancrées dans les territoires et rassemblent les différentes politiques publiques, dont la culture, avec des chargés de développement culturel qui passent 50% de leur temps dans une équipe qui compte des chargés de développement social, économie, santé, prévention, sécurité et communication. Et on retrouve un des mots un des droits culturels sur la communication. Et je dis ça parce que c'est important, ces missions sont réellement comme des petites DAC dans ces quartiers, connaissent tout le tissu local et créent des maillages avec les différents acteurs locaux. Et peuvent développer certains sujets, notamment faire attention à l'information, qu'elle ne soit pas toujours descendante. Évidemment, c'est un sujet, mais qui n'est pas toujours simple à... Et c'est bien de le redire. La question des diversités, puisque ces QPV sont vraiment représentatifs de la diversité et des accueils sur un territoire. Donc voilà, ces missions territoriales ont un rôle majeur et font remonter aussi en centrale les informations du terrain. C'est davantage qu'une mairie d'arrondissement, par exemple. À Lyon, les mairies d'arrondissement ont peu de pouvoir, à part l'aspect politique. Là, on est vraiment sur du concret et de la politique publique en application. Et la deuxième option, c'est la charte de coopération culturelle. Alors, la charte de coopération culturelle, elle n'est pas tout à fait récente, elle a maintenant 20 ans. L'idée de départ était d'embarquer les grandes structures culturelles du territoire, à la fois les régies directes, donc on a 11 structures municipales, mais aussi celles qui sont largement financées, qui sont pratiquement toutes des associations, et de leur dire allez toucher les personnes qui ne viennent pas dans nos lieux, dans vos lieux. Un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure sur ce qu'on disait en 1968, les non-publics, mais voilà, on dit surtout plus ça. En tout cas, les 70% de la population qui ne bénéficient pas des investissements publics dans la culture. Lyon a un budget de la culture de 130 millions d'euros, pour vous situer. C'est le deuxième budget de la ville. Donc, effectivement, ces sommes-là, comment est-ce qu'on va toucher les autres habitants ? Alors, la charte embarque donc les 18 en 2004. Aujourd'hui, on a 38 structures culturelles qui sont engagées dans la nouvelle charte qui a été signée en 2022. Cette nouvelle charte a ce site particulier qu'elle introduit réellement les droits culturels. On a même cité le terme, ce qui n'existait pas auparavant, en s'intéressant d'abord aux personnes. Donc il y a un premier chapitre sur les personnes au centre, comment on va chercher les personnes, mais surtout comment on fait ensemble. Ce matin, j'entendais aller vers, mais on est en train de bannir un peu aller vers, faire venir. Mais maintenant, on est vraiment dans le faire ensemble, co-construire. Donc ça, c'est le premier sujet. Et c'est toutes les personnes, c'est-à-dire aussi bien celles qu'on touche dans l'éducation artistique et culturelle, les personnes en situation de handicap, les personnes isolées, seniors, les personnes réfugiées, voilà, tous les profils existants sur le territoire. Ensuite, il y a la question des territoires, justement, s'investir, sortir des centres-villes et aller s'investir dans les quartiers pour, encore une fois, faire ensemble, avec les quartiers, avec tous les acteurs de ces quartiers. Et puis le troisième chapitre, c'est la coopération et le partenariat. C'est pour ça que mon titre, c'est Coopération et j'y tiens. C'est vraiment, vraiment construire. Alors, construire aussi entre structures culturelles, puisqu'on se rend compte dans nos secteurs que les structures culturelles travaillent souvent en silo. D'abord, on travaille tous en silo. On se disait tout à l'heure aussi que la culture est souvent considérée comme la cerise sur le gâteau. Or, comment est-ce qu'on veut introduire la culture dans les autres politiques publiques et donc mettre en œuvre vraiment les droits culturels? C'est vraiment de travailler en co-construction, en partenariat, donc entre structures culturelles, mais aussi les structures culturelles à l'appui des acteurs locaux, les plus fragiles, les associations, les artistes seuls, mais aussi les acteurs du champ social, santé, éducation. Voilà, ça c'est les 3 entrées de la charte. Évidemment, il y a une entrée de transition écologique qu'on n'oublie pas dans cette collectivité. Voilà, alors effet collatéral, si l'on peut dire. Les structures culturelles, et c'est vrai dans beaucoup de villes, se sont vraiment équipées en acteurs de la médiation. Petite fragilité toutefois, c'est que les directions des lieux culturels ne sont pas toujours à l'écoute des équipes de médiation. On aimerait bien qu'elles soient plus investies. Et puis, autre effet collatéral, c'est on se rend compte qu'il y a une formation de plus en plus développée dans les lieux, dans les écoles d'art, où les étudiants manifestent un souhait aussi d'aller davantage dans le pédagogique, dans la rencontre avec les habitants, et pas toujours dans leur vie d'artiste, isolés, seuls. Enfin, voilà, c'est un peu caricatural ce que je dis. N'empêche qu'il y a une demande de leur part
pour être aussi en résidence, par exemple, dans des quartiers ou dans des lieux divers, dès qu'ils sortent de l'école. Voilà, on a mesuré ça dans nos lieux d'enseignement aussi sur le territoire. Merci. Tu parlais un peu de la constitution de groupes par communauté d'intérêt qui sortait un peu des catégorisations de groupes avec lesquels on est en relation. Oui, alors on a évidemment envie maintenant, puisque vous savez, dans les quartiers politiques de la ville, il y a des conseils citoyens. Dans la ville, il y a des conseils de quartier. Et puis les centres sociaux et MJC nous disent, peut-être que Véronique le confirmera, on n'est pas pourvoyeur de public. Ce n'est pas à nous de tout faire sur la question des personnes et des publics. Donc on est à la recherche de groupes constitués par eux-mêmes. Ça peut être des femmes, par exemple. On a repéré dans un quartier des femmes qui se réunissaient et on est allé les trouver en leur faisant découvrir un musée ou la façon dont elles pouvaient aussi s'en emparer. Ça peut être aussi des jeunes qui font de la musique ensemble de leur côté et qu'on peut repérer. Alors, on a un dispositif à Lyon qui correspond au PLI, qui a à peu près dans toutes les villes. Donc, à Lyon ça s'appelle Allier, c'est l'association donc, d'insertion par l'emploi et le social. Cette association a un volet pôle culture pour tous. Et ce volet-là vraiment travaille avec les précaires et nous repère des groupes qu'on ne connaît pas, nous, dans nos pratiques quotidiennes. Et nous repère ces personnes avec qui on peut enfin travailler aussi. Alors, c'est du long terme, mais c'est vraiment des groupes constitués avec des communautés. Et on retrouve le terme, voilà, je me suis bien appliquée au droit culturel, le terme communauté qui est très révélateur de tous ces profils qui existent. Merci beaucoup, Christine. On va retraverser la France, en effet, dans l'autre sens. Alors, peut-être qu'il faudrait changer de place, Véronique, je suis désolée, parce que Donc, effectivement, ce qu'on a entendu dans ces exemples déjà exposés, c'est la question de, en gros, il n'y a pas de transition sans changement de posture. Et dans différents exemples-là, on a entendu que changer de posture, OK. Bon, déjà, c'est pas simple, mais OK. Mais par rapport à qui et pour faire quoi? Et on a entendu des modalités de transition en interne. On a entendu des postures sur le rapport aux associations ou aux acteurs. Tu le citais aussi, Christine, avec la prise en compte d'un certain nombre de maillages du territoire déjà existant, de tissus associatifs ou autres. Et on l'a aussi suggéré sur cette question du mot culture qui semble bloquer, qui bloque parce qu'on en a une vision quand même assez étriqué dans nos jargons professionnels de ce mot culture. Tout de suite, le secteur qui vient à l'esprit sur la manière de faire ensemble et de travailler ensemble, c'est le mot social. Je me tourne vers toi du coup, Véronique. Quelles sont les modalités de travail à Nantes sur ces sujets culture sociale? Quelle acculturation? Dans quel sens? Quel historique aussi? Et comment ça se traduit? Bonjour à tous. Alors déjà, vous dire quand même qu'on a cette grande chance à Nantes de travailler vraiment cette transversalité depuis de nombreuses années avec inscrite véritablement dans les politiques publiques cette volonté d'émancipation, du pouvoir d'agir, de mobiliser toutes les directions autour de ces droits culturels qui sont au cœur des droits humains et c'est véritablement porté par la collectivité avec également un accompagnement des dynamiques de coopération et du dialogue citoyen. On a énormément d'instances de gouvernance ouverte qui permettent ces dialogues autour de thématiques qui traversent les différentes politiques publiques. Donc c'est à Nantes un savoir-faire que l'on développe et ainsi les droits culturels sont vraiment naturellement, je dirais, à ces croisements et on peut toujours faire mieux et avancer puisque c'est le travail qu'on a mené effectivement sur le champ du social avec la direction de l'inclusion sociale où on a engagé de nombreuses formations actions et notamment une rencontre importante que l'on a pu mener à l'appui du groupe local nantais, puisque peut-être que je fais une petite précision. Donc, on a à Nantes constitué un groupe local qui a suivi donc, la formation du réseau Culture 21, qui a associé des collègues de la ville, d'autres politiques publiques, et puis un acteur important du territoire nantais d'éducation populaire. Donc, on a suivi cette formation et avec elle, toujours à 4,
et on mobilise aussi nos collègues, on anime régulièrement des formations en interne comme à l'externe. Donc on a effectivement avec le réseau qui s'appelle Carte Blanche et qui réunit tous les acteurs du champ social, de l'éducation, de la santé, très très largement, et les acteurs du champ culturel, mené cette journée de sensibilisation autour des droits culturels en 2022. Et ça se prolonge évidemment d'actions et de chantiers avec cette direction notamment. Alors, si je poursuis sur le champ de la formation, on a ces sessions en interne dans la collectivité, donc qui réunit toutes les politiques que j'ai pu évoquer, mais aussi en externe, on se porte volontaire si on est sollicité par certaines structures, et ça a été le cas par exemple au théâtre universitaire à Nantes, qui autour d'une fête de quartier nous a demandé une sensibilisation avec des cas pratiques, et on a pu réunir les habitants, le théâtre, des structures d'éducation populaire, des acteurs éducatifs, à réfléchir ensemble comment aussi faire avancer et composer mieux ensemble autour de ces droits, parce que effectivement certains sont très repérés et d'autres beaucoup moins, donc comment on peut ensemble faire bouger un peu les curseurs et faire évoluer surtout nos pratiques professionnelles par ce croisement de regards. C'était vraiment l'idée. Et peut-être je rebondis, donc là j'ai parlé de formation à l'externe, avec les partenaires extérieurs qui peuvent nous solliciter. Un cas pratique, les pratiques artistiques. On a lancé en avril 2023 toute une démarche d'écriture d'une feuille de route des pratiques artistiques en amateur à Nantes, évidemment avec les acteurs et les actrices du territoire, que l'on a associés à différents endroits. D'abord, alors en interne, ce qui est important de préciser, c'est que ça a mobilisé tous les élus, culture évidemment, mais tous les autres concernés par ces questions. Et là, les droits culturels sont vraiment très d'union. Les droits culturels sont repérés, identifiés. Alors, plus fortement par certaines directions et certains élus, et donc du coup amenant une sensibilisation aux autres par ces échanges. Et donc on a un comité de pilotage élargi qui réunit donc la petite enfance, l'éducation, la jeunesse, les personnes âgées, l'accessibilité universelle, la politique de la ville, les sports, j'en oublie sans doute, et on a eu ces débats entre élus autour de qu'est-ce qui fait culture, comment on revalorise, on valorise aussi les pratiques artistiques tout autant que celles qui sont bien plus légitimées de par l'histoire que l'on connaît, et comment ce dialogue il s'enclenche dans la durée, parce que c'est une volonté politique de l'enclencher dans la durée, et c'est pourquoi on a initié cette feuille de route. Avec les partenaires, on a constitué aussi un groupe de ressources avec une vingtaine de structures, des professionnels et des bénévoles, toutes disciplines artistiques confondues, qui nous ont accompagnés sur toute la démarche d'enquête, d'entretien. À chaque étape, on interagissait et ils nous faisaient leurs remarques, leurs retours, jusqu'à l'écriture de cette feuille de route qui a été présentée en juin dernier, et que l'on poursuit toujours, c'est une dynamique, par une évaluation participative avec les habitants, les pratiquants et les non-pratiquants, pour nourrir toujours plus loin ces orientations et affiner aussi concrètement des propositions sur les pratiques artistiques qui, Sonia, tu le sais, je le sais, incarnent en tant que telle l'essence même des droits culturels. En tout cas, on constitue un laboratoire passionnant. J'ai juste une dernière mini-question avec une réponse ultra rapide, désolée. Donc, d'après ce que tu nous racontes, le processus est engagé auprès des services de plein de directions différentes, mais aussi auprès des élus. Et comment se crée l'articulation entre les deux ? Est-ce que c'est tous ensemble ou est-ce qu'il y a des temps de travail entre élus, entre services, ensemble ? Comment ça se passe ? Il y a des temps de travail entre élus et puis des temps de travail entre services. Il y a plusieurs niveaux.
l'horizontalité. Nous n'avons pas un adjoint à la culture et à l'éducation populaire. Donc, en fait, il y avait aussi ces questions derrière, puisque majoritairement, nous, on va dire, pour faire vite, les activités de pratique artistique en amateur reposaient beaucoup sur la vie associative, la jeunesse, évidemment, comme on le sait, et la culture. Donc, c'était aussi enclencher un chantier avec... politiquement et au niveau des services, remettre des choses à plat, voilà, réharmoniser des modes de faire qui se sont enclenchés. Donc il y a plusieurs groupes de travail avec différents niveaux et des échanges et des passerelles voilà, entre les structures, évidemment les pratiquants et les élus. Oh là là. T'as vu ça ? Chrono. Timing. On voit que pour l'instant, de toute façon, le point de départ des directions de la culture, c'est bien leur objet, notamment les objets artistiques. On sait qu'avec les droits culturels, on appelle à travailler la dimension culturelle au-delà de la question de l'artistique dans les politiques publiques. Christine nous en parlera aussi. Je pense qu'avec Camille, à Strasbourg, on glisse vers comment, et à l'eau de l'exemple de Capitale mondiale du livre que tu vas notamment nous raconter, comment en fait peut-être aussi une direction de la culture se déplace de ses propres objets pour devenir ressource pour les autres politiques publiques. Je crois qu'on a envie de pousser vers là, même si ça, c'est un grand défi encore, mais c'est peut-être autour de ça que tu peux nous raconter l'expérience de Strasbourg. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, je vais commencer par recontextualiser rapidement le cadre dans lequel nous nous trouvons. Donc à Strasbourg, nous avons une politique municipale qui repose sur 3 piliers depuis 2020. La transition écologique, la justice sociale et le défi démocratique. Donc forcément, ce sont des portes d'entrée qui sont en résonance assez forte avec les enjeux de droit culturel et qui permettent à chacune des politiques publiques de se déployer autour de ces grands enjeux. Par ailleurs, on a une adjointe aux arts et aux cultures à Strasbourg, ainsi qu'une conseillère municipale en charge des pratiques culturelles en amateur. Donc là aussi, je crois que c'est un plaidoyer pour les droits culturels, un plaidoyer politique qui nous a été effectivement partagé donc dès le début du mandat. Et enfin, on a 3 délibérations cadres de politique culturelle, l'une pour la ville, la seconde pour l'Eurométropole et la 3e plus spécifiquement dédiée aux pratiques en amateur, qui toutes se réfèrent aux enjeux des droits culturels. Donc, une fois qu'on avait cette commande politique, il a fallu aussi voir comment nous réorganiser justement en interne à la direction de la culture pour pouvoir porter ces enjeux-là et notamment cette dimension de transversalité qui fait l'objet aujourd'hui de notre échange. Donc nous avons souhaité créer une direction adjointe, donc à mes côtés, qui porte une mission qui s'appelle la mission culture et transition au pluriel et qui porte finalement à l'intérieur de la direction de la culture, mais plus largement de la collectivité, cette transversalité et qui donc interagit de manière très forte avec les solidarités, la santé, l'éducation, mais aussi avec toute la dimension territoriale et de participation citoyenne. Et ça a été un vrai levier qui nous permet aujourd'hui de beaucoup mieux travailler en transversalité en interne. Donc je vais très rapidement en venir justement à l'exemple de Capitale mondiale du livre. Donc nous avons eu la chance en 2022 d'être désignée première ville française capitale mondiale du livre, qui est un label de l'UNESCO, donc label qui nous a été décerné sur l'année 2024. Alors pourquoi déjà les élus ont souhaité candidater à ce label ? La question du livre évidemment emporte une dimension symbolique, fédératrice et universelle qui nous permettait de travailler de manière assez intéressante sur cette transversalité. Également aussi parce que la lecture publique et les médiathèques, ce sont souvent les premières portes d'entrée sur les territoires pour la culture et souvent elles interagissent de manière très forte avec les autres thématiques de politique publique. Donc c'était aussi un enjeu important. Et puis enfin, on souhaitait se situer dans l'environnement de l'UNESCO qui intrinsèquement porte les enjeux de diversité culturelle, de lutte contre les inégalités, et de coopération qui nous paraissaient très, très intéressantes. Donc concrètement, comment on a fait finalement pour construire en fait ce dossier, puisqu'il a fallu candidater, vous l'avez compris. Nous avons travaillé avec des formats de forums ouverts. Nous avons mené 4 forums ouverts en amont de la construction du projet, qui étaient de manière assez intuitive, qui comportaient environ 150 partenaires, et de manière assez intuitive, il y avait un équilibre entre partenaires culturels et partenaires des autres champs.
que ce soit des partenaires internes à la collectivité, mais aussi externes, que ce soit la CAF, le rectorat, des associations comme Savoir pour réussir. Enfin voilà, il y a évidemment énormément de partenaires et je ne peux pas tous les citer. Mais très rapidement, effectivement, ça nous a permis d'aller sur ces notions de transversalité et de co-construire en fait un projet. Dès le départ, on avait 5 axes qui avaient été déterminés pour ce projet. Une ville de débat et d'idées, une ville donc carrefour démocratique, une ville autour de la ville amie des enfants, une ville refuge et enfin une ville créative et poétique. Et autour de ces 5 axes, nous avons souhaité que l'ensemble des partenaires donc des forums ouverts puissent s'en saisir et proposer des actions. Donc nous avons abouti à la construction de 25 programmes et au déploiement d'environ 1000 activités sur l'année. Alors ce sont des activités souvent très modestes, de terrain, qui sont au plus près des habitantes et des habitants. Et j'y reviendrai parce qu'évidemment, on a aussi associé les habitantes et les habitants très tôt dans la démarche. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis de travailler en grande transversalité. Ensuite, le deuxième élément important, c'est qu'on a complètement retravaillé aussi notre dynamique interne à la collectivité. On a créé en fait de nouvelles instances de coopération interne, notamment ce qu'on a appelé des revues thématiques qui donc associent toutes les 3 semaines, par exemple, culture, solidarité, culture, éducation, culture, sport, pour justement construire des actions autour de Capitale mondiale du livre. Et c'est là où, effectivement, le déplacement s'opère, parce qu'on n'a pas été surplombant. On leur a pas dit, bon, bah voilà, on a ce projet Capitale mondiale du livre, qui d'ailleurs n'était pas le projet de la direction de la culture, mais le projet de la collectivité. On leur a dit, quelles sont vos priorités de politique publique ? Et comment nous, on peut venir justement à travers ce projet alimenter vos priorités de politique publique. Il y a un exemple que j'aime bien donner qui est celui des ordonnances vertes, qui est un projet de nos collègues de la santé qui permet aux femmes enceintes de recevoir chaque semaine pendant leur grossesse un panier de légumes. Et donc nous, on a dit, bon, ben, c'est super, donc on va aussi offrir un livre de cuisine aux femmes qui bénéficient de ce dispositif et proposer des ateliers d'écriture autour de l'expérience de la grossesse. Donc, et on a travaillé toutes les thématiques en fait de cette manière-là, pour justement alimenter les politiques publiques de nos collègues. Donc ensuite, effectivement, on a travaillé aussi évidemment la participation citoyenne et dès l'origine du projet, on a travaillé avec des ambassadeurs de la lecture, ambassadrices, ambassadeurs. Donc on a une centaine d'ambassadrices et d'ambassadeurs de la lecture qui sont contributeurs en fait dans le projet dès l'origine, et qui, par exemple, assistent aux différentes actions et qui en rendent compte à travers différents médias, différents outils de communication, donc qui sont très investis et qui partagent aussi avec leur communauté toutes les actions Lire notre monde, puisque c'est le titre de notre projet, donc qui sont mises en œuvre. Ensuite, on a élargi aussi cette notion de participation citoyenne, notamment avec un projet où on a proposé aux habitantes et habitants de se faire prendre en photo avec leur livre préféré. Et donc là, c'était vraiment une manière d'englober toute la population voilà, dans cette dynamique. Et ces portraits ont été affichés dans toute la ville lors d'un collage participatif avec les habitantes et les habitants. Et peut-être je suis déjà Oui, voilà. Absolument. Désolée, mais on pourrait y revenir s'il y a des questions. Mais en tout cas, merci beaucoup Camille pour cet exemple strasbourgeois qu'on a hâte de suivre dans la durée aussi, pour voir comment cette expérience autour de l'objet livre, cette appropriation qui en fait crée l'opportunité d'un travail transversal, d'un travail où chacun se positionne sur et moi, qu'est-ce que je peux apporter, où j'en suis, voilà. Ce qui permet du coup d'enchaîner et de finir ce tour de table avec Christine Gaillard de la métropole de Rouen, Normandie. Justement, pour voir comment, quand il n'y a pas un objet comme ça extérieur, comme le livre à Strasbourg ou les pratiques artistiques sur une politique donnée, comment la métropole de Rouen et comment les services de la métropole de Rouen se sont-ils emparés de cette question des droits culturels dans une manière de re-questionner, là encore, les dispositifs desquels elle fait partie, et comment ça s'est opéré d'un service à l'autre, dans quelle temporalité, toujours cette question de la temporalité, et dans quelle perspective. Et je te questionne de manière du coup un peu malicieuse, parce qu'il se trouve que moi j'ai œuvré sur le territoire rouennais, j'y ai vécu 10 ans, et que j'en suis partie il y a 7 ans pour travailler à la Maison des pratiques artistiques amateurs à Paris, et que j'y reviens régulièrement, et que quand on n'est toujours pas le très bon prophète en son pays, mais quand on revient dans son pays et qu'on voit, moi je vois une mutation en fait, voilà, témoignage tout à fait personnel, je vois une mutation, une transformation du travail de la métropole sur le champ
culturelle, mais pas que, bien au-delà, et sur la perception. On sait très bien que sur les territoires, le maillage fait qu'on va travailler avec la ville, le département, la région, les départements, les villes, etc. Et on sent bien qu'il y a une posture particulière de la métropole de Rouen que vous témoignez, comme tu vas le faire, mais qui est perçue aussi des autres collectivités avec des nuances, forcément, parce que ça bouscule quelque chose. Alors, vas-y. Merci Sonia. Bonjour à toutes et tous. Écoute, c'est bien d'avoir aussi ce regard à travers toi, parce qu'on a l'impression de beaucoup travailler sur ces sujets-là, mais d'avoir... voilà. C'est toujours assez positif. Juste en intro, la métropole de Rouen, c'est 400 000 habitants, et la ville de Rouen n'est que 100 000 habitants au milieu d'un bassin de population quand même qui est... assez émietté entre du très urbain et du très rural. Et on a du coup beaucoup de compétences et de champs d'intervention intégrés, ce qui fait que j'ai une direction de la culture qui a 25 personnes avec du patrimoine, des équipements culturels, comme assez traditionnellement dans les intercommunalités, mais aussi un service manifestation qui produit beaucoup de manifestations. Pour quand même recontextualiser. Donc on sait bien tous que pour s'engager sur du changement, il faut quand même à peu près 3 choses qui vont concomitamment nous permettre d'avancer. Ça va être un récit, une utopie, des fois même. Il faut de l'engagement humain, et puis il faut un élément déclencheur qui va d'un seul coup fédérer et permettre de jouer ce levier. On a eu les 3, donc bingo. Il y a des fois aussi une part de hasard dans cet élément déclencheur. En tout cas, on s'était de fait formé au droit culturel. On avait constitué un groupe local de 7 personnes, pas que à la métropole, mais aussi sur le bassin, sur le territoire avec d'autres communes et un artiste. Donc on avait déjà cet ancrage et cet héritage-là. Puis effectivement, sur le dernier mandat, un président très impliqué, qui nous dit que les 2 axes de son mandat vont être la transition sociale et écologique et la transformation du territoire par la culture. Donc on se dit d'un seul coup qu'on va se redresser un peu parce qu'on va se sentir concerné. Et puis l'élément déclencheur, ça va être la volonté, enfin sa volonté, mais la volonté aussi de candidater au titre de capitale européenne de la culture. Alors je dédramatise tout le monde, on ne l'a pas eu, c'est pas grave, mais je vais vous dire en quoi ça a quand même été un élément déclencheur et pour nous de totale réussite. Donc on a commencé effectivement comme tout le monde, et je l'ai entendu ici, par des formations de nous-mêmes, formations aussi qu'on a données d'abord aux acteurs culturels, parce qu'on part quand même de ce qu'on connaît le mieux. Donc on en est aujourd'hui à plus de 1000 acteurs culturels sur le territoire formés depuis 3 ans. Donc c'est une formation minimum de 3 fois une journée, donc ça commence à représenter un petit peu de monde, qui sont sensibilisés au droit culturel. Et puis on s'est forcément attaqué à l'interne. La métropole, c'est 1700 agents. Donc on a la chance d'avoir effectivement beaucoup de champs d'intervention, l'urbanisme, l'environnement, le développement économique, la solidarité, le tourisme, etc. Et la mobilité, les transports. Et donc on a commencé à aller voir nos collègues en disant, bon d'accord, les acteurs culturels, ils sont super mobilisés à l'externe, nous aussi, mais comment vous réagissez, vous, à ces sujets-là ? Et on les a donc incités à suivre ces formations qu'on donnait en extérieur. Donc, écoutez, ils sont venus, c'est qu'on doit être assez assez Il y a un capital sympathie oui, aussi. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut dire les choses. Ça peut paraître très subjectif ou anecdotique. C'est du porte-à-porte. Voilà, il ne faut pas hésiter effectivement à aller chercher ses collègues les uns derrière les autres. Et puis, il y a le capital sympathie, mais il y avait aussi cette candidature qui quand même embarquait un peu quand même aussi les collègues. Donc ça, parce que capitale européenne de la culture, c'est pas que de la culture, ça on le sait tous, ça va embarquer de fait beaucoup plus de gens que le champ culturel. Donc on va former, déjà on va approcher nos collègues et puis ils viennent et ils y trouvent surtout un intérêt, parce que quand vous vendez un truc puis que c'est nul, bon forcément vous repartez. Non, là ils y ont trouvé un intérêt, donc ils ont continué eux-mêmes à œuvrer dans leur propre direction. Après on s'est dit bon allez on y va, on va attaquer la direction générale.
Donc on y va, direction générale. On a chez nous ce qu'on appelle un CODIR, où vous avez tous ces DGA qui se réunissent et qui cogitent de pas mal de choses. Ben, on s'est dit, on va mettre le pied dans la porte. Alors là aussi, vous voyez, il faut profiter et s'appuyer sur les ressources, à savoir qu'on avait un DGA en charge de la transition écologique, à qui on avait de fait parler, et lui, forcément, transition écologique, sociale, on lui a dit, sociale et culturelle, ça serait vachement bien. Et de fait, il y a trouvé tout de suite un écho. Donc, il nous a dit, bingo, c'est moi qui vous fais rentrer dans le CODIR. Donc, on a formé nos DGA et notre DGS. C'est quand même un moment toujours assez sympathique, parce qu'on voit bien que... de quoi ils nous causent. Mais on y est arrivé, donc il va falloir qu'on y revienne, parce qu'on leur a mis des petits cailloux, mais je pense que là, il faut qu'on commence à mettre le dallage sur le chemin pour que ça devienne un peu plus concret. Mais voyez, on a mis des petites puces comme ça. Et j'ai envie de dire, parallèlement de toutes ces formations et de ces sensibilisations, la vie continue. Donc on s'appuie aussi sur cette candidature qui, forcément, et en termes de méthode, va générer beaucoup d'ateliers de participation et de coopération avec nombre d'acteurs du territoire. On écrit une stratégie culturelle, non pas à 2028, mais à 2038, donc, qui s'écrit, et aussi dans la sémantique, mais aussi dans la méthode à l'aune des droits culturels. Donc ça fait une stratégie culturelle à l'ère des transitions, avec transition écologique, diversité, coopération. J'ai envie de dire, j'invente rien, mais quand même, au niveau d'une métropole, ça bouscule un petit peu, ça pose des actes, en tout cas. Parallèlement, on avait le renouvellement de notre label Ville et Pays d'art et d'histoire. Ça doit parler à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Un truc, alors là, hyper formaté. Vous voyez, la DRAC vous impose urbanisme, culture, tourisme, etc. Et là, on a complètement réécrit aussi le dossier à l'aune des droits culturels. Je pourrais vous en parler tout à l'heure parce que j'adore vous parler de cette sémantique-là, mais je réserve ça pour la question d'après. Et on a même reçu, non mais je vous le dis, on a reçu une lettre de la DRAC de l'époque qui nous a dit « J'ai jamais vu un label aussi bien écrit de ma vie ». Oh là, on est super fiers. Et on se dit que c'est vraiment les droits culturels qui nous ont permis ça. C'est pas qu'on est meilleur que les autres, mais c'est vraiment l'approche droit culturel qui nous a permis ça. Donc voilà, et puis on accueille les journées européennes de la participation, et puis on signe notre adhésion au principe de la convention de Faro, où on fait faire un truc à notre président où il faut qu'il mette des modules les uns sur les autres. Enfin, on lui a fait faire des trucs absolument incroyables, mais il y va. Donc ce qui veut dire que là aussi, je pense que c'est les droits culturels qui font que il y a quand même une cause et il y a quand même il y a des valeurs derrière. Donc tout le monde s'y retrouve. Et puis, aujourd'hui, on s'attaque à un truc un peu compliqué. On a des collègues qui gèrent des PLUI. Vous voyez ce que c'est, des plans locaux d'urbanisme intercommunal chez nous, forcément. Des PCAET, des plans climat, énergie, machin, etc. Et qui sont des trucs hyper réglementaires, etc., etc. Et là, on leur dit, les garçons, les filles, on l'écrit aussi en mode culturel. On vous fait la méthode Paideia. On se pastille tout ça. Alors, le PLUI nous a dit pas tout de suite. Donc voilà, on n'est pas toujours non plus accueillis les bras ouverts. Enfin, on a quand même été accueillis les bras ouverts, mais ils nous ont dit non, là, pas tout de suite. Par contre, le plan climat-énergie, oui, on va l'écrire et on y met la sauce droit culturel, en tout cas toute la méthodologie. Donc, on a été voir nos collègues de la DRH qui font, vous savez, les ateliers bien-être au travail, droit culturel. Et on a, comme on a aussi, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, une obligation aujourd'hui dans le cadre de la transition sociale et écologique de rendre nos feuilles de route par direction avec des indicateurs, on a dit à ce fameux DGA, de fait, là, il faut une formation à tout le monde sur les droits culturels. Donc, j'ai envie de dire step by step, mais on y arrive, quoi. Mais ouais, mais c'est finalement, voilà, ce que je me disais, c'est que 7 ans, ça passe vite et il se passe des choses. Moi, je vais me permettre, avant de vous passer la parole, une petite suggestion par rapport à ce que je disais sur le capital sympathique, qui avait l'air comme ça anecdotique, mais en t'écoutant parler, je réfléchissais à ce qu'il y avait derrière. Et je me souviens aussi de la difficulté pour la ville de Rouen, qui était une ville centre, comme tu l'as rappelé, isolée,
culturellement parlant, c'est-à-dire il y avait une politique culturelle Rouen intramuros, des communes autour qui avaient plus ou moins aussi des politiques culturelles. Et la métropole s'est créée dans les années 2010, au fur et à mesure de ses prérogatives, avec la ferme intention au moment de faire commun entre ces différents territoires, mais avec... Pour rebondir sur ce qu'on disait sur le mot culture qui freine, il n'y avait pas un objet artistique dominant de la métropole. Il n'y avait pas un précaré, on a aussi dit ça tout à l'heure, les bouts de gras, les précarés. Il n'y avait pas ça à défendre de la part des équipes du service culture de la métropole. Mais il y avait plein d'autres choses qui étaient dans les interstices, dans le lien, le rapport aux communes rurales notamment, qui a été beaucoup travaillé avant même que les droits culturels soient locomotives de tout ça. Et du coup, la suggestion que j'ai envie de faire à voix haute, c'est l'humilité. L'humilité culturelle, l'humilité des gens qui portent des politiques culturelles, parce que dans l'humilité, il y aura forcément un peu d'ouverture, un peu de générosité, un peu d'écoute, un peu de capacité de se mettre à la place de l'autre, et du coup de ne pas écraser par ce qui fait peur à des gens, mais même des cadres supérieurs, des DG, des présidentes, tout ce qu'on veut, la notion de culture, le bagage culturel, la culture qu'on croit avoir, ou pire, celle qu'on croit ne pas avoir, est très écrasante. Donc, pour dédramatiser ça, au-delà de peut-être changer les mots, ça je ne sais pas, mais en tout cas de les incarner d'une manière différente, et par l'humilité, je crois que c'est un facteur qui a joué et qui joue à Rouen, en tout cas. Merci beaucoup à vous toutes et tous. On va vous passer la parole. Peut-être juste 2 mots de précision sur ce qui a été évoqué, mais que je n'avais pas du tout introduit. Effectivement, dans les formations qu'on peut accompagner depuis une dizaine d'années, depuis 2021, on a une logique un peu de formation de formateurs, de créer des groupes locaux, d'encourager en tout cas la création de groupes locaux sur les droits culturels en formant ce qu'on appelle des organisateurs de groupes locaux. Donc, c'est des petites équipes de 4, 5, 6, 7 personnes qu'on forme dans des temps réguliers pendant 1 an et demi et qui eux-mêmes animent leur démarche locale sur les droits culturels. Et la plupart des témoignages ont participé à ces processus qui sont pour nous des processus essentiels pour travailler le sujet dans le sens de création d'un espace de travail coopératif intersectoriel, interhiérarchie, intercollectivité, association, institutions, élus, des espaces de travail qui n'existent pas et qu'il faut créer et que ces espaces durent. Et je crois que tous vos témoignages montrent que c'est parce que ces espaces existent qu'on peut faire quelque chose dedans. Mais je vous laisse la parole. Alors, je crois que le micro n'est pas assez long. Alors, vous venez ici, ça peut être bien. Comme ça, on entend vos questions, puis parce qu'on les enregistre, du coup. Oui, moi, tout ce que... Je ne sais pas comment me positionner, du coup, c'est étrange. Ce que vous avez évoqué dans vos témoignages, on sent une forme de magie, une situation, en tout cas initiale, de magie pour mettre en œuvre et d'alchimie, au fond, entre techniciens, élus, terrain, etc. Et on sent aussi beaucoup de joie dans cette mise en œuvre, de générosité, d'humilité aussi, probablement. Et en même temps, moi, je me dis, c'est aussi des situations qui sont fragiles. Et est-ce que, d'après vous, ce sont des situations qui sont réversibles ou sur vos territoires, ça vous paraît suffisamment installé pour qu'un changement d'exécutif, un changement de direction, finalement, ne revienne pas remettre en cause ces nouvelles modalités d'agir? Qui veut répondre? Allez, je prends. Vas-y. J'ose. Je reste persuadée qu'il faut quand même avoir toujours cette humilité. Rien n'est jamais gagné, c'est comme tout changement. On peut très vite avancer et reculer. Il y a plein de domaines, malheureusement, dans lesquels ça se voit aussi, malheureusement, au niveau national ou international. Pour autant, quand on commence à... C'est ce que je disais tout à l'heure, quand les gens y voient un intérêt... vous voyez, il y a tout à l'heure, je pense que je ne suis pas la seule à avoir réagi à quelques propos dans le propos introductif. Non, il n'y a pas des déserts, des zones blanches de la culture dans certains territoires. Je pense qu'à partir du moment où les gens... ils trouvent un intérêt et ont réellement changé leur pratique, c'est irréversible. C'est irréversible. Alors oui, il peut y avoir un élu qui d'un seul coup est moins impliqué ou ceci ou cela. Il faut rester toujours vigilant, bien sûr. Mais je pense que ça se passe à l'endroit de chaque individu. Et après, bien évidemment, ça colonise une organisation. Mais c'est d'abord une interpellation personnelle. Bonjour, donc, je m'appelle Camille Penn, je suis membre du collectif Les Augures. Donc, Les Augures, on travaille plutôt sur les enjeux de la transition écologique.
et je salue Camille puisqu'on a travaillé avec la ville Eurométropole de Strasbourg. Je vais essayer d'être claire dans ma question, c'est plus une remarque et une vraie interrogation que je me pose et j'avais envie de voir comment vous y réagissiez. J'ai beaucoup entendu comme réponse à cet enjeu des droits culturels dans ce que vous mettez en œuvre, des pratiques de concertation, des pratiques de coopération, des dispositifs d'intelligence collective. Et nous d'ailleurs c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup aux augures, hein. J'ai entendu il n'y aura pas de transition sans changement de posture, d'être sur des postures d'inclusion, de discussion horizontale. Normalement moi j'en doute de plus en plus en voyant justement et en me ralliant aux critiques que je vois sur la démocratie participative. Il y a ce bouquin de Nicolas Rio et Manon Loisel qui est sorti pour en finir avec la démocratie participative, qui justement critique le fait qu'il y a de plus en plus de multiplication d'instances, de concertation, de conseils locaux, de budget participatif, qui sont en fait un peu des subterfuges pour donner l'impression qu'on intègre des personnes éloignées, qu'on intègre les inaudibles, comme ils les appellent dans la construction de politiques, et notamment des politiques culturelles, mais qu'en fait ça ne marche pas, qu'il n'y a jamais eu autant de défiance envers les représentations politiques et les administrations, et qu'il n'y a jamais eu aussi peu de diversité finalement dans les lieux de la culture. Donc je me demandais si finalement c'était pas une fausse, ou une réponse une réponse faible à l'enjeu des droits culturels et à l'enjeu vraiment de rendre accessible la culture. Je ne sais pas si c'est des doutes que vous avez aussi sur ces pratiques ou aussi pour les avoir opérées, vous êtes totalement convaincu de l'efficacité de ces pratiques coopératives. Alors, peut-être avant de répondre, on peut formuler... Est-ce qu'il y avait une autre question, je crois ? Ouais. Est-ce qu'on peut formuler tout de suite la question ? Parce que comme ça, on peut faire des réponses après qui se baladent. Moi, je vais poser la question très vite. Donc, c'était vous, je pense, Véronique, qui a parlé de rencontres avec des théâtres, formations, etc., donc avec des organisations artistiques et culturelles. Et je me demande, selon vous, ou selon qui vous répondre, quel est le rôle des organisations culturelles, artistiques, par exemple le théâtre, dans cette approche des droits culturels ? Comment ces instances de participation que nous proposons dans le cadre des formations et de la recherche-action qu'on a vécu tous les uns les autres à peu près, versus peut-être des exemples qu'on peut avoir en tête et qui existent je vais dire le gros mot, d'instrumentalisation en fait de la parole publique et de la parole des habitants ou des habitantes qu'on va un peu positionner là pour faire genre quoi. Donc voilà, peut-être Véronique sur la deuxième question et on enchaîne ensuite sur la réponse à la première question. Donc la question c'était quel est le rôle, c'est ça, des institutions culturelles à l'endroit des droits culturels. Avec nous. Alors, moi, je vais parler donc du territoire nantais. On a vu quand même aussi les transformations à l'œuvre. Évidemment qu'il y a eu une période où il y avait quand même une forme de programmation descendante avec la question des publics que vous connaissez tous. Enfin, voilà. On n'est plus vraiment du tout par petites touches encore, je ne nommerai personne, mais on a quand même eu des transformations importantes des organisations, des institutions culturelles, des structures culturelles qui se sont emparées des droits culturels. Alors, à différents endroits, c'est vrai que beaucoup sur les questions de participation. Enfin, je vois par exemple Stéréolux à Nantes, qui est une SMAC, elle a une scène de musique actuelle. Elle a associé un groupe de femmes de Malakoff, qui est un quartier populaire nantais, à la programmation, enfin ça fait plusieurs années, à la programmation d'une saison pour le jeune public, enfin pour les enfants, et ça s'est fait mais touche par touche, voilà, c'est des propositions qui n'existaient pas avant, et je pense justement, j'évoquais le théâtre universitaire tout à l'heure, ils vont associer des jeunes, alors les plus diverses possibles. C'est toujours aussi parfois complexe de mobiliser une diversité sociale aussi de jeunes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait, autre petite parenthèse, le musée d'art de Nantes à travers un processus qui visait à penser un peu le musée de demain pour la jeunesse, et ils ont mobilisé, ils se sont aussi appuyés aidés d'un prestataire, mais ils sont allés chercher des jeunes qui ne mettaient jamais les pieds au musée pour faire des propositions. Et donc là, le TU a aussi ce souhait et organise des rencontres pour les associer à la programmation d'un festival qui
qui est proposé au TU, qui s'appelle Fauve, et qui aura lieu l'année prochaine. Enfin, on les voit bouger sur un certain nombre de projets, de postures, d'accueil, d'hospitalité, alors avec des contextes qu'on connaît qui sont très compliqués budgétairement, où effectivement, on le sait, ce type d'action, c'est du temps, c'est des moyens humains, c'est pas d'entrée financière, donc c'est des choix politiques. Voilà, et donc du coup, c'est où est-ce que ces structures vont mettre le curseur entre ce qui fait la force et évidemment leur mission de programmation, de diffusion des esthétiques contemporaines, par exemple, et puis tout ce travail auquel ils sont vraiment, c'est pas du bluff, ils sont vraiment préoccupés par ces questions. Voilà. Voilà. Jean-Pierre. Sur la question précédente et même sur celle d'avant, sur la fragilité, en fait, j'aurais dû commencer mon propos tout à l'heure en disant que ce qui nous a animés, ce qui nous a motivés, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, que ce soit les structures, les associations, les habitantes, les habitants, les élus, etc. Et que c'est par ce biais-là qu'on a rejoint la question des droits culturels. Ensuite, c'est aussi ce qui en fait la fragilité, pardon. La question de l'égalité est une question extrêmement fragile et remise en cause perpétuellement. Donc, bien sûr qu'il faut contaminer l'environnement, si je peux me permettre, mais cette question-là de l'égalité est toujours à remettre sur le métier. Après, sur la question des collectifs, des instances de participation, est-ce que c'est pas un prétexte, etc. Moi, je suis issu d'une liste citoyenne et j'ai rejoint cette expérience par le tirage au sort. Donc, je suis sensible à cette question-là. Une liste citoyenne qui s'est instituée pour répondre à la non-participation sur les élections, etc., avec un certain nombre de processus qui, pour une partie, me rappelait évidemment beaucoup de choses de l'éducation populaire, et puis pour une partie qui m'interrogeait beaucoup. Et quand on a mis en place des instances de participation, on a été vigilant, et je vois sourire Mélanie, sur la question de la coopération, c'est-à-dire à quel endroit cette question de l'égalité donne une égalité de pouvoir, d'implication, etc., et que ça ne soit pas un prétexte. Pour ça, on travaille avec l'université et un chercheur qui n'arrête pas de nous titiller sur qu'est-ce que c'est que vraiment la coopération. Est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque quand on utilise ces mots un peu fourre-tout en permanence? Donc oui, c'est une question vraiment, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il faut nommer les choses très précisément et voir ce qu'il y a derrière le mot et le concept. Effectivement, c'est un peu le risque. Camille et Christine ensuite. Oui, je réponds également à la deuxième question. Alors moi, ce que j'ai observé, en fait, c'est que finalement, on est toujours dans une forme d'expérimentation de ces formats, en fait. On n'a pas forcément toujours la bonne réponse, mais en tout cas, par rapport au retour d'expérience que je peux faire, c'est que ça fonctionne à chaque fois qu'on est en hyper proximité des habitantes et habitants, qu'on leur propose un sujet en fait de travail collectif sur quelque chose qui les concerne au quotidien et qu'effectivement on n'est pas dans ce surplomb. Donc je pense que vraiment il faut partir d'actions très quotidiennes. Je ne suis pas certaine effectivement que consulter les citoyens sur des enjeux macro de politique publique soit totalement opérant. Par contre sur des choses très concrètes sur lesquelles effectivement ils ont un investissement personnel, en tout cas une forme de concernement, je pense que ça peut fonctionner. Et peut-être le deuxième élément de réponse, c'est que je pense qu'il ne faut surtout pas renoncer, parce que comme d'ailleurs pour la ville de Lyon, à Strasbourg, le budget de la culture, c'est le deuxième budget de la collectivité, donc effectivement, il faut que les habitantes et les habitants se sentent concernés, il faut qu'on puisse légitimer en fait la hauteur de cet investissement, donc on ne peut pas renoncer effectivement à ce que la population s'approprie la politique culturelle. Moi, j'avais juste deux exemples très différents. Il y a 5 ans, Rouen a été victime d'un incident industriel, Lubrizol, qui nous a donné quelques petites fumées à respirer.
Et on fêtait les 5 ans là, le 26 septembre. Et donc il y a eu toute une journée du climat Libétour sur cet incident. Au bout de 5 ans, qu'est-ce qui avait été fait ? Très clairement, une convention citoyenne portée par la métropole a été mise en place, qui réunissait, alors autant vous dire, autour de la table des chercheurs, des biologistes, tous les industriels de la vallée de Seine. Je n'ai pas assisté à leur discussion, mais je pense qu'il devait y en avoir quelques petites salées. Et réellement, cette convention citoyenne, issue donc de la société civile et d'habitants qui ont été directement touchés par cet incident, ont fait des propositions très opérantes, dont les 10 ont été complètement reprises par la métropole. Donc on voit bien à chaque fois qu'il y a une convention citoyenne où les gens, on les met en responsabilité, qu'on les fait rencontrer des chercheurs pour les upgrader sur certains sujets qui étaient extrêmement techniques pour certains. En tout cas, on arrive à un consensus. Alors comme on dit, des fois je pense que ça frotte, mais pour autant il y arrive à de vraies propositions. Donc là, de fait, on est sur de la construction. Autre sujet qui nous était plus personnel, culture, il fallait changer les éclairages des quais de la Seine. Et on a là aussi participation des habitants. Alors le but, c'était pas de leur dire vous aimez plus le vert, le rouge ou le jaune, que ça s'allume à 17h ou à 18h. On les a réellement mis ensemble avec des régisseurs lumière, des responsables de l'espace public et de l'éclairage public. Ils ont compris ce que c'était qu'un éclairage public et on est ressorti avec des propositions artistiques. C'était ça la volonté. C'était pas que de l'éclairage public, mais il y avait aussi des gobos qui venaient se greffer sur l'éclairage public et qui ont été complètement choisis, travaillés par les habitants. Donc on leur fait pas choisir juste la couleur de la poubelle, quoi. Une dernière réponse à cette série de questions et après je vous propose qu'on puisse encore prendre une série de questions. Les limites de la démocratie participative, dire aussi que, enfin en tout cas c'est nous dans le dialogue citoyen à Nantes, on a aussi le droit de suite, c'est-à-dire que justement contribuer à une démarche et ne pas en voir les fruits qui peuvent s'expliquer, hein. Enfin nous, l'idée c'est aussi de dire ça on va pas pouvoir faire parce que ça on va pouvoir le faire parce que. Et donc, le droit de suite, il y a un retour aux habitants et aux personnes qui ont contribué. Et ensuite, un an après, on revient aussi pour dire ce qui a pu se mettre en place, ce qui n'a pas pu se mettre en place. Voilà, c'est une acculturation aussi, voilà, j'ai envie de dire, un peu réciproque. Mais... D'autres questions ? Oui, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Allez-y, on peut prendre le temps que Madame arrive, je vais ajouter juste une petite mention sur cette idée de méthode de participation. Il nous semble, nous, en termes de transversalité des droits culturels, que c'est des outils qui manquent à ceux qui mettent en place ces outils de participation citoyenne. C'était des débats qu'on a vus aux rencontres européennes de la participation, c'est qu'ils ne connaissent pas les droits humains, ils ne connaissent pas les droits culturels et qu'avec ces outils-là, il est probable qu'on se plante un tout petit peu moins dans la prise en compte de chacun. Alors j'y vais. C'est quelque part pour poursuivre sur les deux questions qu'il y a eu auparavant. On a eu des débats avec des acteurs culturels qui sont dans des villes tenues par des partis politiques qui ne prônent pas une culture très ouverte et très engagée. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez. C'est vous qui avez parlé des déclencheurs et que parfois on a cette magie, cette chance d'être dans un endroit où le terme de droit culturel et les enjeux qui sont sous-jacents résonnent pour le politique qui est là, mais ce n'est pas le cas partout. Et du coup, est-ce que vous avez réussi, enfin, est-ce que ça a été tenté et est-ce que ça a été réussi, que ce décloisonnement dépasse l'échelle à laquelle vous vous êtes ? C'est-à-dire que vous avez réussi chacun à créer des liens avec d'autres directions. Est-ce que sur des territoires, vous avez réussi à, je ne sais pas quel est le bon mot, soutenir, ouvrir la réflexion dans des lieux où c'est complètement fermé parce que justement, politiquement, économiquement, socialement, quelle que soit la raison, c'est un concept qui est inexistant. Voilà. Merci, on va écouter la deuxième question, comme ça après on partage les réponses. Bonjour, moi je travaille pour la métropole de Grenoble depuis 1 an dans la culture et avant pendant beaucoup plus longtemps sur les QPV. Donc j'ai entendu plein de choses qui m'ont intéressé. Moi j'avais une question sur à quelles conditions, avec quels ingrédients il peut y avoir des rencontres et des connexions sur le terrain entre, par exemple, des artistes, des habitants, des centres sociaux ou des gens qui ne sont pas forcément dans le champ de ce qu'on appelle la culture, qu'on appelle ça résidence artistique de territoire ou d'autres formes.
Il y a des moments où moi j'ai pu assister à un certain nombre de projets qui n'ont pas marché parce que les MDH se sentaient assigner un rôle de rabatteur, justement, qu'est-ce qu'elles détestent. Et d'autres choses absolument bouleversantes, d'une résidence sur l'écriture poétique de création avec une dame vraiment d'un quartier très populaire avec des problématiques de trafic qui disait « Ah bah je pensais que c'était pas pour moi, que j'avais pas les codes, et ben si. » Et je me suis surprise moi-même. Et ça c'est parfois très très beau, mais alors quelles conditions, quelle connexion ça met en jeu pour que ça soit aussi beau que ça, quoi. Merci. C'est un échange, c'est une discussion ouverte. Alors en fait... Et on danse avec le micro. Sinon je vais les étrangler. Je les aime bien en plus. Vous répondez exactement à nos problématiques quotidiennes. C'est vrai qu'il n'y a pas, je ne suis pas sûre qu'il y ait une recette unique. Le meilleur moyen, c'est de faire se rencontrer les personnes. Donc, par exemple, à Lyon, on rencontre dans les quartiers politiques de la ville très régulièrement, on fait ce qu'on appelle les réunions de coordination. Et on réunit, alors bon, c'est un terme comme un autre, on réunit tous les acteurs justement en proximité. Donc il y a le champ social, mais il y a aussi les commerçants, il y a les habitants qui veulent. Il n'y en a pas beaucoup et c'est un problème. C'est vraiment une problématique. J'entendais les différentes interventions sur les habitants. C'est vrai que nous, on est en pleine réflexion sur qui sont les habitants, comment on les joint. Voilà, c'est permanent. Mais en tout cas, ces rencontres-là régulières où les gens savent qu'ils vont rencontrer d'autres et ils ont le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du vertical. On offre surtout café. Quelques-uns donnent des exemples de ce qu'ils font, et là, on sent des rencontres qui se font. Donc je pense que la meilleure recette, c'est la rencontre interhumaine, enfin humaine, l'interconnaissance. Et le temps aussi, je pense qu'il faut qu'on joue sur du temps long, surtout pas dire on a fait un one-shot et ça marche, et vraiment, on s'inscrit dans du temps très, 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 très long. Moi, je voulais juste dire aussi, un peu en réponse, donc il faut être très courageux, et c'est vrai que par rapport à la question de changement politique, ça peut interroger. Mais quand les choses sont quand même ancrées sur du temps un peu construit, il y a des choses qui durent malgré tout. Je voulais juste donner un exemple. Nous, au moment des émeutes de l'année dernière, certains quartiers où on avait vraiment travaillé avec des jeunes du quartier, avec les bibliothèques sont restées debout. Donc, enfin voilà, on a mesuré ça clairement. On n'a pas crié victoire du tout, mais en tout cas, on a mesuré ça petitement, à petite échelle. Donc voilà, je pense qu'on revient sur l'humilité, c'est-à-dire que c'est des choses qui se font sur le terrain, petite échelle, et sur du temps très long, et de la rencontre. Merci Christine. D'autres Laurence, tu souhaitais? Sur la question, la première question qui était effectivement comment, est-ce que ça infuse? Pas que pour nous. Voilà, pas que pour nous. Effectivement, la première partie, quand un certain nombre d'acteurs, plus de 200 acteurs, habitants, ont travaillé avec nous sur la question des droits et ont vraiment mis en pratique des projets très personnels, bien, ces projets-là, ils se sont poursuivis. Ils ont vécu aussi leur vie, pas forcément en dialogue, mais aussi tout seul. Et c'est vrai que je pense à, par exemple, une communauté d'agglo qui a retravaillé, fort de cette collaboration, a retravaillé son projet culturel de territoire. Voilà, ils sont partis avec quelques outils pour prolonger cette réflexion de manière beaucoup plus concertée. Et ce n'était pas du tout, on va dire, de la part de cette collectivité évident. Donc il a fallu convaincre le politique, mais il s'est fait sans nous. Et ça a été quand même assez intéressant et important. Et je pense aussi même à des artistes qui ont même repensé leur propre projet de création ensuite, ou leur même démarche de travail avec les habitants de manière autre. Et puis sur la question des petits miracles, c'est vrai que nous récemment, par exemple, et c'est là où on rejoint la question de la confiance, de l'humilité, on construit des petites choses et on le traduit. C'est un travail d'une résidence d'artistes qui s'est faite au sein de l'ASE dans notre département. Donc l'enfance placée, donc un milieu hyper délicat. Et il a fallu travailler très modestement entre deux directions pour se donner bien confiance, donner aussi la confiance de cette équipe artistique qui allait travailler auprès des enfants. Voilà. Et le miracle s'est fait dans la simplicité,
dans l'honnêteté aussi, on a posé, dans l'engagement, on a même signé, moi j'ai même signé un engagement comme quoi effectivement ce travail allait être attentif et prendre toutes les précautions utiles, et on a créé ce moment de grande sécurité, mais qui a été voilà, très... Donc c'est la Compagnie Pendal, je vous engage à peut-être rechercher ce que fait cette compagnie qui est actuellement en train d'écrire un travail et réécrire un Roméo et Juliette, mais qui a été travaillé auprès des enfants avec des ateliers qui ont été extrêmement... voilà, des petits miracles, comme on pourrait dire. On n'a qu'une heure et quart pour déjeuner, donc je crois malheureusement qu'on va devoir boucler cet échange. Peut-être 2 mots de ressources. On a mis des choses au milieu là avec des QR codes ou d'autres choses. N'hésitez pas. Je voulais mentionner dans ce sens un travail, j'aurais bien aimé qu'ils en témoignent, vraiment interdisciplinaire qui a été fait avec la communauté urbaine de Dunkerque. On a sorti des petits cahiers dont j'ai mis le QR code au milieu là, sur l'alimentation, sur l'habitat, l'espace public, sur les personnes exilées, sur l'éducation, l'événementiel et la médiation. Donc autant de tentatives de travail avec des groupes... on me fait signe, je ne comprends pas. Mais donc en tout cas, autant de tentatives de travail interdisciplinaires pour que les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'alimentation, les acteurs de la rénovation urbaine comprennent de quoi on parle à partir de leur propre métier d'abord, avant de parcourir ensemble voilà, le chemin de ces écritures de transformation de politique publique. C'est un peu court, mais voilà. La suite, moi, je vous invite à venir écouter donc Jordi Pasquale, Patrice Meyerbich, Mylène Bidot et Ronan Dantec pour parler un peu du plaidoyer international qui existe sur la dimension culturelle des objectifs de développement durable, parce que c'est des outils dont on a besoin dans les collectivités pour étayer et supporter ces dynamiques et ces approches. Donc voilà, peut-être on vous attend tout à l'heure et bonne suite. Merci beaucoup, très bonne journée et bon appétit d'ici là.